Donc, bonjour, merci pour votre présence, pour le visionnement de cette conférence sur nos voyages au Népal. Je vais vous présenter un petit peu nos différents itinéraires pour vous donner l'esprit, à quoi vous attendre finalement en partant avec Caravanier sur sa destination. On a plusieurs options, donc je vais essayer de condenser ça. Je ne vais pas faire forcément un détail jour par jour, évidemment, là, ça serait bien trop long. Alors, je peux que vous conseiller ensuite d'aller regarder un petit peu ce qu'on offre, les carnets, nous appeler aussi, évidemment, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir toutes les informations les plus complètes. Ça va être de discuter ensemble. Je vais tout de suite commencer par partager mon écran qui est juste là. Je pense que normalement, vous voyez bien l'écran en pleine page. Excellent. Donc, écoutez, Caravanier, on a une histoire particulière avec le Népal. Ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on existe au Québec. Et ça fait autant d'années finalement qu'on travaille avec notre équipe à destination au Népal. Donc, on a vraiment développé un lien très fort avec les gens avec qui on travaille sur place. On prend toujours un grand plaisir à les retrouver à chaque année depuis 25 ans. On a vraiment une belle variété en 25 ans d'itinéraires au Népal qui ont été toujours pensés, travaillés, rêvés, repérés. Je veux dire, il faut pas oublier qu'au bureau, on est tous spécialistes de destination, mais aussi guides pour la grande majorité de l'équipe du bureau, ce qui fait qu'on prend plaisir à se déplacer dans l'année, à aller justement voir le terrain, comment ça évolue, s'il y a des nouveautés, des nouvelles vallées qui viennent d'ouvrir, ou si en discutant avec l'équipe locale, on se rend compte que wow, ce serait peut-être intéressant de passer par là. Bref, il y a quand même une vraie expertise dans la création et dans la façon dont on fait nos voyages, parce que c'est vraiment une volonté, justement, on est avant tout des voyageurs. Et notre but premier, bah, c'est de partager notre passion, c'est de partager justement des itinéraires toujours un peu plus ambitieux ou inédits, où je veux dire, on n'a pas peur d'essayer de modifier aussi, puis de garder une porte ouverte à destination pendant nos treks pour justement laisser libre cours à nos envies, aux occasions qui se présentent. Puis c'est aussi ça un voyage d'aventure. Donc c'est clair qu'on donne toujours une intention d'itinéraire. Puis vous le voyez là sur notre site, on met une intention d'itinéraire avec les grandes lignes du voyage. Mais bon, encore une fois, on se donne toujours la liberté sur place, d'autant plus pour une destination comme le Népal, où je veux dire, on peut avoir mille et une options à destination en fonction d'une route fermée, un col fermé, une mauvaise météo, bref, n'importe quelle raison fait qu'on pourrait très bien s'adapter et passer par un chemin un peu différent que ce qu'on avait imaginé au début. Mais c'est toute la beauté, je trouve, de ce genre de voyage. Alors voilà, donc 25 ans qu'on va au Népal, qu'on connaît bien la destination. Je veux dire, on a fait toutes sortes de projets de voyages au Népal. On a des voyages qui sont réguliers, dont je vais vous parler aussi ce soir. Ce soir, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Mais donc, je vais vous parler de ces voyages-là. On a exploré beaucoup de régions au Népal en 25 ans d'expérience avec Caravanier, que ce soit des voyages de type étoile filante, qui se faisaient qu'une fois parce que c'était des voyages plus ambitieux, plus gros, avec une logistique plus complexe. Et puis, ça a vraiment évolué. On évolue encore, on continue, on n'en reste jamais vraiment sur nos acquis. On aime ça la création, on aime ça regarder ce qui se passe, puis essayer d'aller proposer justement, dès qu'on voit qu'un itinéraire commence à être un petit peu plus fréquenté ou je veux dire, qui commence à perdre un petit peu ce qu'on venait y chercher au début, ben, on n'hésite pas justement à aller regarder la vallée d'à côté, ce qui se passe, puis à offrir toujours une expérience à nos voyageurs authentique, disons. En tout cas, on essaye, même si ce mot est parfois un peu surutilisé, mais ou du moins, on essaie vraiment toujours de donner notre touche Caravanier dans nos voyages. Euh, Puis ça fait partie je vous en parlerai un petit peu plus tard aussi, là, sur ce qu'on offre et les différents itinéraires, mais ça fait vraiment partie je pense, notre différence, nos valeurs, d'essayer d'aller justement là où les autres ne vont pas, toujours de façon consciente, responsable, main dans la main et en travaillant bien, dans de bonnes conditions avec nos équipes locales. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans que ça dure. Donc, on y va. Un petit mot rapidement déjà pour vous situer avec le Népal.
J'ai ma carte qui s'en vient. Pourquoi elle ne veut pas venir? Ah, ok, juste un peu longue. Voilà. Donc ici, on voit la grande chaîne himalayenne qui divise un peu, qui délimite, disons, plusieurs pays, entre autres l'Inde, le Népal, la Chine, etc. Donc vraiment grande chaîne qui va vraiment venir nous offrir une énorme diversité de voyages. Aujourd'hui, on se concentre au Népal. On en a aussi en Inde, évidemment. Je veux dire, l'Himalaya indien est aussi très, très intéressant. On pourrait en offrir d'autres ailleurs, mais on essaye de se concentrer aussi parce que sinon, on voudrait aller partout. Donc, mais périodiquement, c'est ce qu'on aime aussi, c'est proposer des voyages peut-être de type étoile filante, des voyages pionniers. On y va une fois, on teste un peu, on regarde ce qui se passe, puis ensuite on revient aussi à nos premiers amours. Donc en fait, l'Himalaya, juste pour vous situer géographiquement, en fait, disons que l'Inde, en fait, tout a commencé avec l'Afrique. Il y a des millions d'années, là, je veux dire, on remonte dans le temps complètement, mais quand l'Inde, la plaque indienne, était encore accrochée au large de l'Afrique, en fait, elle s'est décrochée à un moment donné jusqu'à percuter complètement le continent asiatique. C'est ce qu'on a appelé pendant longtemps le sous-continent indien. En fait, la plaque indienne a percuté complètement l'Asie, l'a soulevée à ce moment-là, ce qui a créé vraiment ce massif, puis les plus hauts sommets de la planète. Donc, on est chanceux. On est chanceux que ça ait créé ces paysages de toute beauté. Alors, donc on va se concentrer Népal. Ici, c'est pas la carte entière, là, mais vraiment les régions dans lesquelles on va se concentrer. On a 4 voyages au Népal. Ce soir, je vais vous présenter les 3 voyages qui sont vraiment des voyages de randonnée, de trek non techniques. L'ascension du Mérapic étant un voyage d'alpinisme, même si c'est pour les apprentis alpinistes tout à fait, je veux dire, ça reste un voyage tout à fait accessible pour toute personne qui veut s'initier à ce genre de voyage. Mais étant un voyage que je catégorise technique, de plus, il fait partie des 7 plus belles montagnes qu'on lance. L'ascension des 7 plus belles selon Caravani, notre regard à ce niveau. Écoutez, il y a une conférence qui est donnée sur les 7 plus belles par François Xavier qui parle entre autres du Mérapic. Donc c'est pour cette raison je dissocie le Méra des 3 autres voyages. Donc on voit à peu près où est-ce qu'il se situe. Là j'ai mis Bhaktapur parce que c'est vraiment Bhaktapur, Katmandou dans le fond. On va arriver et repartir d'ici pour tous nos voyages, ça va s'appliquer. Je vous en parle juste après. Ensuite, on va avoir 3 niveaux. On va avoir 3 voyages de randonnée avec des niveaux différents. Notre voyage le plus accessible, puis le petit nouveau de la gang, c'est un voyage qui est dans la vallée de Tsum où on va aller aussi jusqu'au pied du Ganesh Himal. Donc, on reste dans la vallée de Tsum. On parle d'un niveau qui est un niveau 3, qui est un niveau soutenu. Donc, relativement accessible, belle entrée en matière pour vraiment avoir déjà pas un avant-goût, parce que c'est un très 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 bel aperçu du Népal et de sa culture qui est assez unique dans la vallée de Tsum. En fait, là, l'étoile, elle est là, mais disons que la vallée de Tsum, on est vraiment à la frontière du Tibet, donc c'est vraiment une très très belle vallée. Parfait pour s'initier à l'altitude, justement, à la montagne, avoir ce volet culturel. Donc, ça va être le premier voyage que je vous présente. Ensuite, dans un niveau un peu plus exigeant, niveau 4, on va aller du côté de la vallée de Tamé et le pays Sherpa pour aller voir l'Everest. Donc, on est dans la région de l'Everest. On ne fait pas le camp de base, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais disons qu'on passe par des vallées parallèles moins fréquentées. On débute aussi en pays Sherpa, qui est finalement la région dans laquelle est originaire la plupart de notre équipe locale. Donc il y a vraiment un volet culturel aussi qui est très très fort, très ancré. Ça reste un voyage aussi très emblématique et je dirais signature caravanier. Donc on continue, on reste vraiment dans cette vallée-là qui nous offre aussi des vues assez hallucinantes sur l'Everest, le Choyu, le Lhotse, bref, tous les plus grands. Et en ayant aussi ce feeling autant culturel que de montagne. Donc, un beau voyage très complet avec beaucoup de contrastes. Et ensuite, on va aller à l'extrême est du Népal, direction le Kanchenjunga et le Makalu, où là, on va vraiment parler d'un voyage aussi niveau 4. On est aussi dans un voyage qui est exigeant, à peu près similaire avec le niveau de l'Everest et Vallée de Tamé, peut-être avec une coche supplémentaire. Là, on est dans un voyage qui ne sera pas nécessairement présenté à chaque année, parce qu'on est dans un voyage inédit, d'exception, très ambitieux, qui demande beaucoup de logistique. Donc, vraiment, on a hâte d'y aller. C'est la première fois qu'on fait une traversée entre le Kanchenjunga et le Makalu en passant par un col qui est vraiment très, très peu fréquenté, puis qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le Lumba Sumba.
à 5100 mètres. Donc, je vous en parle en troisième. Alors voilà. Petite situation. Donc, Katmandou, Bhaktapur, on décide vraiment pour tous nos voyages, ça va être la même formule. On va vraiment arriver, on se garde en fait, et puis ça vaut même pour plusieurs de nos autres destinations. Katmandou, c'est vraiment une ville je veux dire, tentaculaire, qui est immense, ça grouille de partout. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de vie à Katmandou, ce qui fait que ça peut être parfois un peu déroutant d'arriver puis d'être tout de suite pris dans toute cette agitation. Donc, on préfère arriver au calme, aller se déposer à Bhaktapur. Il y a plusieurs villes impériales. Katmandou en est une aussi, mais il y a plusieurs villes impériales tout autour de Katmandou qui sont plus posées, moins grandes évidemment, donc beaucoup plus calmes aussi, mais tout aussi riches et intéressantes culturellement, architecturalement. Donc vraiment, ça vaut la peine. On adore. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour Katmandou. Bhaktapur, mais Katmandou aussi, mais Bhaktapur, ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Je trouve que c'est l'endroit parfait pour se déposer. Il y a la culture Newar, qui était un royaume aussi de grande, grande importance dans la région, qui a marqué vraiment au niveau de l'architecture. Donc, ce qui fait que on a des belles visites à faire. Le volet culturel, c'est très, on a une belle immersion. Il ne faut pas oublier qu'au Népal, finalement, la religion majoritaire, c'est l'hindouisme. Donc, c'est très empreint justement de cette religion-là, que ce soit par les temples. Je dirais, puis en même temps, tout est complètement mélangé, puis tout le monde vit en étant, en partageant les cultures, puis en étant vraiment en communion les uns les autres. Donc, il peut y avoir un temple hindou, puis juste à côté, un temple bouddhiste. Le bouddhisme tibétain représente peut-être 9% de la population, alors que l'hindouisme, c'est plus de 80%. Donc, pour dire qu'il y a vraiment une influence très, très forte du coup, dans la région de Katmandou, puis tout autour. Ce qui fait que ça nous donne vraiment la chance d'avoir un regard assez différent que ce qu'on va voir dans le reste de nos treks, qui est plus influence bouddhisme tibétain, donc vraiment complètement ailleurs. Alors que là, on a Gatapola, Bhaktapur, vraiment, ouais, gros coup de cœur pour arriver et se déposer plus en douceur. Au retour, sur chacun de nos voyages, là par contre, on va aller se déposer à Katmandou. Donc, on va passer 2 jours aussi, que ce soit dans le quartier de Tamel. On va aller voir le vieux Katmandou, Durbar Square, Swayambunnath, qui est un des temples les plus importants de la ville. On peut aller se rendre jusqu'à Pashupatinath aussi, qui est un lieu sacré, vraiment très, très intéressant aussi. Donc, bref, il y a plein d'options de visites. Encore une fois, ça vit, ça bouge. On est fasciné, en tout cas moi je suis toujours fascinée autant par les odeurs, les couleurs, les goûts, parce que forcément la cuisine est très influencée aussi cuisine indienne, donc complètement on est ailleurs là. Pour sortir de sa zone, c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau combo. Donc voilà, pour la plupart de nos treks. Donc, je vais débuter par la vallée de Tsum, qui est un nouvel itinéraire qu'on lance cette année chez Caravani. Moi, j'ai vraiment pris un petit mot justement pour vous expliquer un peu notre façon de penser quand on pense les itinéraires. Ça fait longtemps qu'on proposait, je veux dire, on avait des itinéraires comme le Pays Sherpa, puis il est toujours là le Pays Sherpa, mais dans la formule avec la vallée de Tamé combinée, ce qui en fait vraiment un voyage très complet, mais on continue évidemment d'y aller. On avait un autre voyage qui était la vallée Sherpa tout seul, qui était un voyage justement plus accessible, qui était vraiment une introduction aussi à la montagne. On allait en altitude très progressivement. Et en fait, la vallée de Tsum va vraiment s'inscrire dans la même lignée de voyage. Là, j'avais vraiment envie qu'on aille explorer une autre région. Pendant longtemps, en fait, on a aussi proposé le tour du Manaslu chez Caravanier, avec comme mise en jambe, comme première semaine d'acclimatation, la vallée de Tsum. Donc, c'est pas quelque chose d'inconnu pour nous. Elle a ouvert cette vallée-là il y a maintenant au moins une quinzaine d'années, ce qui fait que, bon, il y a plusieurs vallées comme ça qui se sont ouvertes au fur et à mesure au Népal, au tourisme, ce qui nous donne la chance d'aller en explorer petit à petit. Mais donc là, on a quand même une bonne expérience dans la vallée de Soum, puis on s'est toujours dit, mince, il y a vraiment quelque chose à faire là-bas. Le tour du Manaslu, c'est beau, c'est évident, c'est super beau, mais mine de rien, c'est difficile déjà d'être de plus en plus créatif, parce que bon, le tour du Manaslu, le tour d'une montagne, c'est le tour d'une montagne. C'est difficile de passer par des chemins différents. Ça reste qu'on l'aime beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir ce voyage-là, évidemment, mais
en faisant la mise en jambe, puis notre acclimatation, notre préparation un peu dans notre première introduction dans la vallée de Tsum, bah, c'est là qu'on se disait, ouais, ça prendrait peut-être de l'explorer un peu plus cette vallée-là parce qu'elle est franchement intéressante, elle est franchement super belle, aussi super variée et contrastée. Il y a vraiment quelque chose à faire là-bas. Et donc d'en faire tout un voyage comme ça, immersif, bah, c'était vraiment, en tout cas moi je trouve que c'est le meilleur des deux mondes là, quand on voyage, c'est d'avoir ce volet culturel super présent, le goût des montagnes, parce que forcément, quand on va en Himalaya, quand on va au Népal, on veut voir des montagnes. Donc, on en a aussi dans ce voyage-là, ça c'est évident. Donc voilà. Là, je vous ai mis une petite carte pour vous situer un peu rapidement les différentes régions. Katmandou, nous, la région du Manaslu, elle est là. Puis la vallée de Tsum, on est vraiment ici, là, dans cet embranchement-là. Pokhara, on y termine à la fin. C'est une petite ville qui est au bord du lac Fewa, qui est vraiment très, très charmante, super relaxante. Donc, on y termine. Ce serait dommage de manquer ça. Puis on revient en avion vers Katmandou. Mais pour nous rendre dans la vallée de Tsum, on va y aller en auto. Je vais vous parler justement de l'auto, puis de notre choix. Et là, c'est un petit zoom. J'ai pris une carte comme ça, là, mais pour vous donner une bonne idée de la vallée de Tsum. En fait, elle vient vraiment. On va commencer à marcher dans ce coin-là juste avant de rentrer officiellement dans la vallée. De là, si le temps est bien dégagé, on peut déjà avoir des superbes vues sur les Annapurna, qui est déjà un massif avec des montagnes de 8000. Donc, c'est vraiment déjà très, très impressionnant. Et on va monter super progressivement. Donc, on va rentrer dans la vallée de Tsum, puis on voit là, je veux dire, la route s'arrête ici, près du Mugompa. On va passer par des monastères qui sont très anciens, beaucoup de charme aussi. Puis au fond de la vallée, on va dormir au fond de la vallée. On va aller explorer ensuite le reste de la vallée en revenant sur nos pas. D'habitude, on n'aime pas ça faire des allers-retours. On fait plutôt des itinéraires en boucle. On n'essaie jamais de revenir sur nos pas. La vallée de Tsum, parfois, on n'a pas bien le choix. Mais la vallée étant très large, ce qui fait que parfois, il y a des sentiers parallèles, des villages parallèles. On peut passer dans un versant puis revenir de l'autre. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas la sensation forcément de revenir sur nos pas puis de refaire exactement la même chose. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Puis c'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup cet itinéraire. C'est que mine de rien, on reste dans la même vallée. Oui, il y a parfois quelques journées où hop, on va revenir par des étapes qu'on aura peut-être passées précédemment, mais pas par les mêmes sentiers, pas par les mêmes chemins, pas par les mêmes villages. Donc, ça reste tout aussi intéressant. Donc, on va aller explorer la région. On revient, puis là, hop, on va aller prendre ce petit bras-là qui va nous amener direction le camp de base du Ganesh Himal, qui est même chose, un ensemble de plusieurs montagnes de 7000 mètres et plus. Donc vraiment là, on est au camp de base, donc au pied de ces montagnes-là, on va vraiment avoir des vues assez hallucinantes sur ces montagnes. Le feeling de montagne, on va l'avoir. Notre point culminant, bah, c'est le camp de base qui est à 4200 mètres. Donc quand même, on a cette notion d'altitude dans ce voyage-là, même si on y va très, très, très progressivement, et on va quand même jusqu'à 4200 mètres. Donc on explore aussi cette région-là. Avant de redescendre, là, on voit, il y a des sentiers différents là, qui ne sont pas forcément tous marqués, mais on passe par des endroits différents. Et ensuite, direction Pokhara. Donc, ça vous donne une bonne idée là de la vallée de Soul. Un mot sur les routes, parce que évidemment, on a décidé de y aller mais pour tous nos itinéraires. Là, je vais faire un mot en fait pour tous nos itinéraires. C'est notre façon de l'imaginer. On préfère vraiment se rendre à nos treks en Jeep, par voie terrestre, pour se donner la chance déjà d'y arriver, mais en tout cas de ne pas être dépendant des conditions météo. Parce que si on y allait, on pourrait très bien y aller en avion, je veux dire, c'est pas le problème, ça se fait. C'est juste qu'on l'a déjà vu beaucoup, beaucoup. Puis au Népal, je veux dire, il peut y avoir des changements météo assez rapides. Et à ce moment-là, bah, si l'avion ne peut pas voler, on est bloqué à Katmandou pendant X temps, plusieurs jours, parfois même consécutifs. Puis bah, forcément, c'est du temps qu'on n'a pas après ou qu'on ne peut pas rattraper sur notre trek. Puis ça, c'est très embêtant. Donc, on préfère y aller en auto. Ça nous donne aussi la possibilité d'y aller progressivement, de voir les paysages changer, de passer par des régions différentes, de commencer déjà à avoir une approche avec, je veux dire, avec la vie népalaise. Donc, évidemment, ça, c'était une photo qui a été prise dans une condition très particulière. Il sortait de la mousson, c'est vraiment pas une période idéale. Bref, énormément de pluie. Mais bon, je veux dire, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri que ça arrive, des routes très mauvaises. Donc, c'est aussi ça, le Népal par la route. On a peut-être parfois quelques sueurs froides, c'est pas du tout le même style de conduite. Ça klaxonne, ça se parle, bref, ça bouge énormément la route. Mais en même temps, ça fait partie de l'expérience.
Puis c'est juste à l'aller, donc c'est des bonnes journées de route, 1 ou 2 journées, dépendamment de nos treks. Là, pour la vallée de Tsum, c'est une bonne journée. Et ensuite, on commence à marcher. Donc, puis le retour, on prend l'avion. Là, on a juste le goût de rentrer vite, puis pas d'être en auto pendant 10 heures. Donc, au retour, par contre, on prend l'avion. Alors voilà. Donc, vallée de Tsum, comme je disais, c'est une vallée où on est relativement bas en altitude, ce qui fait que il peut faire très chaud. En termes de météo, là, je veux dire, on n'est pas tant touché par le froid, même si, encore une fois, à partir de 3500, 4000 mètres, ben, on va quand même avoir un équipement, petit doudoune, etc. Là, on se parlera de l'équipement plus tard, mais on va quand même avoir une belle variété je veux dire, de températures. Au Népal, de toute façon, nos itinéraires, on va y aller au printemps et à l'automne, qui sont vraiment les meilleures saisons pour y aller. On sort de la mousson, ou alors c'est juste avant la mousson, ce qui fait que on est dans des bonnes périodes de transition, mais disons qu'il peut quand même faire chaud quand on est dans des régions de basse altitude. Là, on est vraiment dans des endroits où ça peut être de la jungle, des forêts denses, très luxuriants. Donc, il faut être prêt quand même à ce genre de climat. Puis quand je dis chaud, bon, bah, ça peut être entre 25, 30 degrés, beaucoup d'humidité. Mais aussitôt qu'on va commencer à monter, bon, bah, là, ça va être de plus en plus sec et beaucoup plus agréable aussi. Et comme je disais, bah, on va vraiment monter tout le temps progressivement. Donc on arrive dans la vallée de Tsum. C'est un voyage, comme je disais, qui est un niveau soutenu, mais relativement accessible à tout bon marcheur. Je veux dire, si vous aimez marcher, si vous faites de la randonnée régulière, il n'y a absolument pas d'enjeu. C'est des très beaux sentiers. Vous portez que votre sac à dos de jour. Le reste, ce sont des porteurs qui s'en occupent. À l'automne, c'est franchement le fun parce que on peut arriver au moment des récoltes. Cette vallée-là est une vallée habitée, cultivée. Il y a énormément de cultures, que ce soit de millet, d'orge, etc. Donc on peut assister à ces moments-là de vie qui sont super intéressants à cette période de l'année. On a fait le choix de dormir en lodge pour cet itinéraire parce que on se disait qu'on voulait vraiment vivre la vallée puis en étant au plus proche de ses habitants. Donc les hébergements sont rustiques. On est dans des hébergements que somme toute assez sommaires. Mais je veux dire, ça fait partie de l'expérience. Moi, j'aime vraiment voyager puis vivre des expériences. C'est aussi ça, sortir un peu de sa zone de confort. Et pourtant, je dis ça, mais vous n'êtes pas en dortoir. Là, ça reste des chambres doubles, twin, peu importe, privatives. Mais je veux dire, on n'est pas dans du gros luxe là de lodge. Donc, assez sommaire, ça reste qu'on aura toujours un endroit au chaud le soir autour du poêle pour se réchauffer, pour manger. Donc, ça reste très agréable. On fait des rencontres aussi facilement de cette façon. Les gens sont heureux de nous accueillir. Il n'y a pas tant de tourisme que ça là dans la vallée de Tsum qui est encore assez en marge, puis relativement peu fréquentée quand on compare à d'autres régions du Népal, ce qui fait qu'il y a encore toute cette curiosité, cette cette volonté vraiment d'établir un contact, puis en tout cas, on est toujours très bien accueillis. Mais je dirais qu'un peu partout, de toute façon, on n'est pas là. Il n'y a pas vraiment de différence dans les régions, mais à ce niveau-là, la vallée de Tsum, elle a quelque chose d'assez unique. Ce sont des Tsumpas qui peuplent, qui vivent dans la vallée de Tsum. Ils sont originaires du Tibet, en fait. Ils ont vraiment une influence tibétaine très, très forte. Ils parlent le tsurké, qui est une langue aussi dérivée du tibétain. Donc, ils ont vraiment une culture qui leur est très, très propre et qui est, je veux dire, très forte aussi. Encore, il y a vraiment énormément de traditions qui sont très, très vives encore aujourd'hui. Par exemple, il y a un décret dans la vallée où il n'y a pas d'abattage d'animaux, donc ils ne consomment pas d'animaux, ce qui va venir aussi influencer le menu, nos menus pendant le trek, forcément. Donc, il y a vraiment un volet aussi spirituel qui est très, très intéressant dans cette vallée-là. Donc, on voit un bon exemple de la vallée qui est quand même assez large. La Tcherkola, la rivière finalement qui va vraiment gronder puis qu'on va suivre une bonne partie de notre voyage. Plein de petits villages, une architecture aussi particulière, village en pierre, c'est vraiment très sympathique. Des grandes cascades, vraiment des environnements très luxuriants, très verdoyants, très impressionnants. Les fameux ponts du Népal qu'on va voir, qu'on va traverser un peu sous toutes leurs formes. Donc, c'est le genre de quotidien qu'on va avoir. L'altitude, comme je disais, là, on va être autour de 2000, 3000, entre 1500, 2000, 3000, 3500 mètres. Là, on va vraiment naviguer dans cette altitude-là. Donc, ce qui en fait pas un facteur majeur, là, il ne faut vraiment pas avoir d'inquiétude. C'est vraiment parfait pour ce genre disons, de trek, même si vous avez déjà fait un autre voyage plus engagé, honnêtement, rien que pour l'immersion, rien que pour le volet
qui vient amener cette diversité de paysages dans cette vallée-là. C'est un voyage qui vaut vraiment la peine. Donc le genre de petit lodge quand même qu'on peut retrouver, honnêtement très mignon, très charmant, avec la vue des montagnes, parce qu'on est quand même entouré de montagnes. Il y avait beaucoup de verre là qu'on voyait sur nos photos, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des beaux sommets enneigés, des beaux 7000 mètres qu'on voit, des 6000, 7000 qui nous entourent. Donc le volet montagne est aussi très très présent. Donc super important de le mentionner. On parle de 13 jours de marche sur ce voyage. C'est un voyage de 22 jours, 13 jours de marche. Qu'est-ce que... et oui, et sur notre itinéraire, il y a le volet, encore une fois, où on va passer par des anciens monastères, parmi les plus vieux de la région. Il y a le Mugompa, qui est celui qui est tout au bout de la vallée. On va y dormir, on va naviguer depuis le Mugompa aussi, ce qui fait qu'il y a quelques nuits, parfois on va rester 2 nuits au même endroit. Puis ça va nous permettre aussi d'avoir la chance de pouvoir aller explorer, de se reposer pour ceux qui le veulent, mais on va vraiment avoir des bonnes options de marche. Donc là, on voit le monastère qui est vraiment au pied des montagnes, aussi juste vraiment dans le creux de la vallée. Donc, assez spectaculaire. On en a d'autres comme ça, des monastères sur le chemin. Il y a des grottes troglodytes aussi qui sont des sortes de caves là qu'on voit dans les montagnes, qu'on peut aller visiter. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez, ouais, je trouve d'assez mystique. Il y a encore des ermites aujourd'hui qui vivent dans certaines grottes de cette vallée-là. Donc, c'est franchement très, très intéressant. Donc là, on voit les montagnes, là, je veux dire, on est vraiment quand même en contact très, très proche. Et il y a le volet aussi en redescendant. Quand on va redescendre et qu'on va prendre l'embranchement qui va nous amener vers le Ganesh Himal, ben là, ça va vraiment être full montagne. Il y a un superbe monastère aussi dans cette vallée-là qui est très, très impressionnant. On va y dormir, puis de là, on va aller jusqu'au camp de base du Ganesh pour vraiment aller... Ganesh Himal étant, donc, comme je disais, un massif avec 4 sommets de 7000 mètres. Ganesh qui rend hommage au dieu hindou Ganesh à la tête d'éléphant. Donc, vous me direz si vous voyez l'éléphant à ce moment-là. Donc, voilà pour la présentation de la vallée de Tsum. J'essaye de voir... donc, ouais, belle variété de paysages là, entre les montagnes qu'on voyait précédemment, puis le vert, je veux dire, le vert sous toutes ses formes dans la vallée avec le bleu turquoise de la rivière. C'est vraiment un très beau contraste. On termine à Pokhara. Comme je disais, Pokhara, ville très relaxe qui a eu vraiment c'est une effervescence là, par les hippies dans les années 70-80, ce qui a vraiment conservé une ambiance, une atmosphère très cool. On est au bord du lac Fewa qui est très populaire, qui est quand même très grand. Et si on a de la chance et que c'est bien dégagé, bon, on peut voir aussi les Annapurna au loin, entre autres. Donc ici, on va y rester une nuit, ce qui va nous permettre de faire aussi des petites activités autour, faire une activité sur le lac si ça nous tente. Et ensuite, on prend un vol direction Katmandou. Alors voilà pour ce premier itinéraire. Ensuite, on passe à notre autre itinéraire, qui est un autre itinéraire, je veux dire, qui s'inscrit dans la lignée des voyages vraiment caravaniers. Vraiment signature, là on a décidé d'en faire un itinéraire un peu plus long, très complet, très contrasté. On va aller voir l'Everest parce qu'on veut aller voir l'Everest évidemment. Pendant longtemps on a proposé le camp de base, on prenait vraiment plus de plaisir à y aller. La vallée du Khumbu étant de plus en plus développée, de plus en plus fréquentée, disons que c'était difficile d'y trouver notre âme dans ce voyage-là. Donc on a fait le choix d'aller dans une vallée, même chose, qui a ouvert il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant, qui était fermée avant, donc qui n'a pas eu l'essor que la vallée du Khumbu, par exemple, qui a été très, très fréquentée rapidement avec les ascensions. Donc la vallée de Tamé est comme encore un petit joyau là, dans cette région-là, avec la possibilité de connecter puis d'aller dans la région de la vallée de Gokyo, qui est avec les lacs glaciaires de Gokyo. Donc vraiment, et on fait toute notre introduction du voyage dans le pays Sherpa qu'on affectionne énormément. Parce que c'est pour moi quelque chose en tout cas, une région qui vaut vraiment la peine d'aller marcher. C'est ce qui rend notre voyage très complet parce qu'on va faire 3 vallées différentes. Là, pour vous resituer, Katmandou ici, la région de l'Everest, donc on est vraiment un petit peu plus à l'est, toujours à la frontière avec le Tibet par ici. Et le peuple Sherpa, en fait, quand on parle de pays Sherpa puis du peuple Sherpa, dans le fond, les Sherpas ne sont pas, par définition, des porteurs. Le peuple Sherpa, c'est une ethnie. Il y a
plus de 120 ethnies au Népal, tout autant de dialectes et tout autant d'expériences ou de cultures à rencontrer ou de régions à visiter. Mais pour dire que donc le peuple Sherpa, initialement, ça veut dire homme de l'Est. Il y a à peu près 500 ans, en fait, ce sont des Tibétains qui ont migré jusqu'au Népal et qui se sont installés dans les montagnes. Ce qui fait que bah oui, les Sherpas aujourd'hui ont une certaine capacité, une certaine facilité, une force qui leur permettent de vivre en montagne. Ce sont aussi des éleveurs, des agriculteurs. Ils ont l'habitude de se déplacer énormément d'un village à l'autre en portant des charges lourdes. Donc, très vite, ils ont été amenés à travailler sur des expéditions de haute montagne et avoir cette réputation mondiale. Mais initialement, c'est vraiment une ethnie qui est originaire de cette région du Népal. En fait, la grande majorité de notre équipe locale est d'origine Sherpa. Ici, on voit Tendi, avec qui on travaille depuis 25 ans. C'est le frère de Babou Chéri Sherpa, avec qui on a débuté finalement notre partenariat au Népal. Grand alpiniste de renommée, vraiment, qui a eu énormément de records sur l'Everest. Malheureusement décédé en montagne depuis les débuts 2000. Mais son frère continue de guider nos itinéraires aujourd'hui. On a vraiment un lien très fort. Donc, dans notre itinéraire, là, quand on débute par le pays Sherpa, on continue d'aller, je veux dire, dans les petits villages, le village où habite Andy, il nous amène dans sa maison. Il y a sa maman qui vient nous apporter le thé le matin sur les campements. Bref, on est toujours invité à boire le thé à quelque part. On a vraiment un lien fort dans cette région et cette vallée qui a vu grandir la plupart de notre équipe. Donc vraiment un lien très fort dans le pays Sherpa. On est aussi, et puis ça vaut pour tous nos treks, là, je vous le disais un petit peu rapidement dans la vallée de Tsum, mais vous portez seulement votre sac à dos de jour pendant la marche, puis ça vaut pour tous nos itinéraires. Le reste de vos bagages est porté donc, par les porteurs, mais aussi on peut avoir l'aide de Yak qui sont là pour nous aider aussi avec la logistique. Donc, pays Sherpa, première introduction, on est quand même chose, dans une acclimatation qui est très progressive parce que pays Sherpa, on va y rester toujours entre 2000 et 3000. Donc, ce qui est excellent pour débuter notre acclimatation. On y va tranquille, encore une fois, ça peut être très luxuriant, il peut faire chaud dans le pays Sherpa. On est dans des paysages très verdoyants, on passe par des forêts, des cascades, bref, c'est vraiment très beau. Puis on marche aussi de village en village. On dort en lodge pour cette portion du voyage, ce qui nous permet aussi d'avoir un contact privilégié avec le monde. On a l'équipe locale avec nous aussi qui nous suit. Donc, on dort en lodge pour cette première partie du séjour. On a évidemment des beaux monastères à visiter sur le chemin. Puis, c'est une des régions justement où il y a beaucoup d'occasions d'assister à des pujas, donc des cérémonies, que ce soit au tout début, on va débuter en fait notre voyage à Thubten Choling, qui est une cité monastique, il y a à peu près 500 nonnes qui vivent à l'année. Et en tout cas, c'est pas rare dans nos itinéraires quand on y débute d'arriver, d'avoir la chance d'assister à une cérémonie. Et c'est franchement émouvant, c'est prenant. On va à Taxindu aussi, un superbe monastère. On a la chance de pouvoir assister à une cérémonie aussi. Donc, bref, toute cette première partie du voyage dans le pays Sherpa est teintée par toutes ces rencontres qu'on y fait, ces moments qu'on se crée aussi à travers les connaissances qu'on a sur place, puis ces paysages. Puis encore une fois, au Népal, on est dans des vallées, ça monte, ça descend, c'est quand même des dénivelés intéressants. Oui, l'altitude est progressive, mais on a quand même des très bonnes marches. Je veux dire, si vous n'aimez pas monter ou descendre, c'est peut-être pas le Népal qu'il va falloir regarder. Parce que dans ces vallées-là, quand même, les collines qu'ils appellent sont quand même des belles collines qui grimpent. Et mine de rien, on peut être dans des bananeraies, je veux dire, et puis voir des sommets enneigés de 6000, 7000 mètres au loin. Là, il y a le Numbour qui est pas loin, à 7000 mètres. Des montagnes quand même qui sont très belles et très imposantes. Donc, quand même. Donc là, on voit vraiment l'ambiance justement des monastères, le bouddhisme dit tibétain qui est vraiment, disons, majoritaire dans cette région-là du Népal. Alors, on a une très belle compréhension aussi de cette culture grâce à cette introduction. Donc voilà, on voit progressivement le type de paysage et petit à petit, on va commencer à monter finalement, à rejoindre Namché. À partir de Namché, là, on est à peu près à 3500 mètres. Il y a un superbe musée à Namché. Là, on voit rapidement sur la carte, on va bifurquer pour aller direction Vallée de Tamé. On va continuer dans la vallée pour ensuite passer notre col, qui est notre point culminant du voyage, le Renjola, et ensuite aller rejoindre la vallée de Gokyo.
qui est franchement magnifique, qui va nous offrir des vues hallucinantes sur les plus hautes montagnes pour ensuite redescendre, rejoindre Lukla. On revient en avion depuis Lukla parce qu'à l'aller, on aura rejoint le pays Sherpa en auto aussi. Alors voilà. Donc on arrive enfin, les grandes montagnes se dévoilent enfin à nous. On change encore d'ambiance. C'est pour ça que je disais que je trouve le voyage un des voyages les plus complets et aussi les plus contrastés parce qu'on change complètement d'itinéraire. Quand on va rentrer dans la vallée de Tamé, ben là, on va avoir une autre partie, ben, toujours la même équipe, mais plus de porteurs qui vont nous rejoindre pour la portion camping parce qu'aussitôt qu'on va commencer à être un peu plus isolé dans les montagnes, ben là, on va être vraiment autonome puis avoir notre propre équipement, dormir en camping. C'est franchement le fun parce qu'on est aussi très confortable. On a nos tentes 3 places, on fournit les matelas de sol, les petits oreillers, les petites douches pour ceux qui veulent le soir, histoire de se dépoussiérer. Ça nous donne, comme on le voyait sur les photos avant, d'avoir la chance de, s'il fait beau le matin, de prendre des déjeuners à l'extérieur. Puis ça, c'est un des moments préférés dans ce genre de voyage. C'est vraiment les déjeuners au soleil. On se réveille tranquillement, puis on a la vue comme ça sur les montagnes qui est assez hallucinante. Donc, euh, donc voilà, donc vallée de Tamé, on va voir aussi la vue sur la Madablam, qui est une des plus belles montagnes, là, qui est un 6000 mètres, qui est une des plus belles montagnes, je trouve, esthétiquement vraiment assez grandiose. Vallée de Tamé, qui est quand même, comme je disais, peu fréquentée. Donc on va aller rejoindre Tamé, où il y a un très très beau monastère. Ah là, on voit la Madablam, justement, au loin, qui est très belle, qui représente une maman. En fait, les bras comme ça d'une maman qui porterait ses enfants. Donc, on voit un petit peu l'ambiance dans la vallée de Tamé. On a complètement changé d'environnement. Là, on s'approche vraiment plus des montagnes, des 7000 mètres qui nous entourent. Vallée de Tamé, il y a un très beau monastère qu'on va visiter. On va y rester 2 nuits. Puis là, dans plusieurs étapes comme ça, plus on va monter, même si on va y rester 2 nuits, Tamé, on va y rester 2 nuits, Gokyo, même chose. On va vraiment venir parfaire notre acclimatation, parce que là, mine de rien, il va falloir commencer à monter en altitude. Notre col étant à 5000, quasiment 5400 mètres, 5350, ben on y va plus progressivement. Donc les journées vont peut-être être moins longues en termes de kilométrage, moins importantes en termes de dénivelé que pendant le pays Sherpa où vraiment on montait, on descendait. Là, on va monter graduellement, constamment, mais de façon plus raisonnable. On va arriver à Renjo, qui est vraiment notre dernier camp avant de passer le col. Donc là, on voit vraiment l'environnement isolé dans lequel on est. J'adore ce feeling-là. Là, on est en complète autonomie avec notre équipe locale. On est au milieu de nulle part. On croise personne. C'est franchement spectaculaire de dormir là. Et en fait, juste en arrière, on a le col qui nous attend, le Renjo, donc notre point culminant, puis un des points forts du voyage. Très belle ascension qui va nous emmener donc hop, je pense que je l'avais juste après qui arrive la photo, qui va nous emmener à cette fameuse vue spectaculaire qui s'ouvre complètement sur la vallée de Gokyo. Et de là, bon, bah, je veux dire, il y a l'Everest juste en face, le Makalu, le Lhotse, le Choyu, bref, sont pas tous là évidemment, mais il y en a quand même une belle brochette de 8000 à observer, puis on va vraiment les avoir continuellement en face de nous parce qu'on va vraiment descendre plutôt que de remonter. Souvent, la plupart des agences vont monter et passer de l'autre côté, en fait, de l'autre côté, du sens inverse qu'on le fait. Que nous, on va vraiment arriver par ce côté-là. Donc, on arrive devant ce mur de montagne et on descend en ayant toujours cette vue-là, le lac de Gokyo qui est absolument magnifique, qui sont des lacs glaciaires, donc qui ont vraiment une couleur turquoise très impressionnante. Donc, vraiment feeling de montagne à 100% là dans cet itinéraire. Ensuite de ça, on va aller explorer la région des lacs de Gokyo parce qu'honnêtement, ça vaut vraiment la peine. On est autour de 5000 mètres, donc ça reste qu'on a quand même plusieurs journées consécutives entre 4008 et 5000. C'est pas rien. Si vous voulez justement une expérience de montagne, vous tester en altitude ou vraiment avoir, je veux dire, vivre la haute montagne et cette haute altitude-là, ben, il vient vraiment offrir cette possibilité-là pendant plusieurs jours. Dépendamment des conditions du groupe, des météos, bref, on se donne toujours des cartes un peu justement libres pour ces journées-là qu'on peut facilement adapter. Il y a plein de choses à faire dans cette vallée-là. Si on est chanceux puis qu'on a la possibilité d'y aller, on va aller jusqu'au 5e lac, 4e et 5e lac qui sont fabuleux. On est au milieu de nulle part, encore une fois, avec des vues hallucinantes sur nos campements, avec l'Everest en toile de fond, les lacs qui sont juste à côté aussi. Donc voilà, on a des belles options.
Puis en redescendant, on a aussi des très belles montagnes là, sur notre redescente en direction de Lukla, le Tamserku, etc. Des montagnes de 7000 mètres qui nous accompagnent tout au long. Donc, ça donne une bonne idée, voilà, de notre voyage à l'Everest. Donc, c'est un voyage, je pense que c'est le voyage le plus long qu'on ait, c'est un 27 jours. On a vraiment fait le choix, parce que quitte à aller au Népal puis se déplacer, on ne peut pas rester juste 2 semaines puis faire un itinéraire intéressant au Népal. C'est pas vrai. Ça prend un minimum 3 semaines. C'est pour ça que la vallée de Tsum, c'est notre itinéraire le plus court, qui est de 22 jours au total. Celui-là, étant donné qu'on veut vraiment le rendre complet, vraiment intéressant aussi, dans cette région-là où il y a beaucoup de choses à faire, puis on a vraiment un lien particulier, on se disait que 27 jours, c'était ce qu'il fallait. C'est ce que ça prend si on veut faire correctement cette région-là. Donc, on a à peu près 18 jours de marche. C'est ce qui fait aussi qu'on est dans un niveau un peu plus soutenu, plus exigeant. Et on a un beau col à 5004. Je vous parle de notre troisième itinéraire, qui est donc la traversée du Kanchenjunga au Makalu. Ce nouvel itinéraire, là, j'ai vraiment travaillé dessus aussi, tout dans les derniers mois, années. Au même titre que la vallée de Tsum, c'était vraiment l'idée de faire quelque chose de différent, d'apporter un nouveau vent de fraîcheur dans nos itinéraires, puis dans ce qu'on a déjà fait chez Caravanier. On connaît bien en fait le Kanchenjunga pour l'avoir posé pendant longtemps en fait, que ce soit le camp de base nord, camp de base sud, on faisait vraiment l'itinéraire Kanchenjunga. On a fait une traversée du Makalu jusqu'à l'Everest qui fut une étoile filante il y a plusieurs années de ça maintenant. Makalu étant vraiment quand même une région encore très isolée, en marge, qui est quand même encore très très peu fréquentée. Là, on est vraiment dans l'extrême est du Népal. J'ai mis une petite carte ici pour vous situer. Là, on voit que je vous refais un petit topo rapide pour vous remettre en place. Mais bref, Manaslu, pays de Tsum, on était un peu plus centre-ouest du Népal. Everest, on commençait à aller un peu plus à l'est. Et là, on va aller Kanchenjunga complètement à l'extrême est, toujours avec la frontière. Frontière avec le Sikkim et finalement avec le Tibet aussi, parce qu'on va terminer au Makalu. Et ce qui connecte cette région-là, c'est un col qui a ouvert aussi il y a quelques années maintenant et qui reste encore très très peu fréquenté, très peu connu dans la région, qui est le Lumba Sumba, un col à 5150 mètres à peu près, et qui nous permet de connecter ces deux régions qui sont franchement hallucinantes, qui nous donnent des vues sur ces sommets-là qui sont aussi assez spectaculaires, parce que Kanchenjunga, c'est quand même un sommet à 8500 mètres d'altitude. Makalu, même chose, on est autour de 8400. Ce qui fait que, je veux dire, Makalu 8400, Kanchenjunga, c'est ça, 8500 à peu près. Là, donc, on est parmi les plus hauts, le cinquième et troisième sommet de la planète. En ayant aussi les autres 7000 tout autour, bref, c'est vraiment un voyage de montagne. On est aussi dans un niveau 4, qui est un niveau exigeant. Celui-là, c'est aussi un long voyage. On parle de 26 jours, 15 jours de marche consécutifs. Là, on voit rapidement, j'ai pris une carte comme ça, là, c'est pour vous situer. Ici, on voit la frontière avec le Sikkim. Donc, on va débuter dans la région du Kanchenjunga. Hop, 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 on remonte, on va passer de village en village. Le Lumba Sumba, qui est ici notre col, comme je vous disais, à moins de 5200 mètres. Et on arrive dans la vallée du Makalu et le parc national du Makalu Barun, qui a une biodiversité assez exceptionnelle. Et on termine au Makalu avant de repartir. Donc, logistique assez complexe. Quand je disais ce voyage-là s'inscrit vraiment dans les voyages inédits, des voyages vraiment uniques qui 100% correspondent tout à fait à Caravanier, puis à notre état d'esprit, là, justement d'aller plus loin, d'aller chercher des itinéraires différents. On voulait refaire les choses, mais différemment, encore une fois, pas passer par les mêmes chemins, puis c'est vraiment la volonté qu'on avait ici. Logistique complexe parce qu'on est dans des régions qui sont beaucoup plus loin. Là, ça prend autant de la Jeep que des vols internes à l'aller, au retour pour rejoindre ces deux régions-là. Sinon, ça serait vraiment bien trop long. On a fait le choix de ne pas nécessairement rejoindre les deux camps de base, que ce soit Kanchenjunga ou Makalu, parce que là, ça serait aussi très très long. Puis franchement, je veux dire, on n'est pas nécessairement obligé de cocher la case de camp de base pour vraiment profiter des montagnes. Au même titre que la vallée de l'Everest, on n'est pas obligé d'aller au camp de base de l'Everest pour voir l'Everest puis apprécier l'Everest. On voit l'Everest d'une très belle façon, même sans faire le camp de base. Et là, ça vaut aussi pour le Makalu. Kanchenjunga, dans cet itinéraire, on va avoir la possibilité de le faire. On a une journée qui est optionnelle pour ceux qui veulent aller pousser puis aller faire le Kanchenjunga. Il y a quelques journées qui sont exigeantes. Le camp de base du Kanchenjunga Nord est autour de 5000,
je veux dire, autour de 5100 mètres. Donc, je veux dire, juste en dessous de notre col. On est quasiment à la même altitude que le col du Lumba Sumba. Donc, ça en fait quand même une journée exigeante, une bonne journée de marche, mais ça reste une belle possibilité. Et dans ce voyage, on va être en camping tout le long. Donc, on va vraiment avoir une belle, grande équipe locale avec nous pour toute la logistique aussi. Il n'y a rien de technique dans cet itinéraire. On reste encore une fois dans un voyage de randonnée, mais on s'approche au plus près des montagnes avec vraiment des vues qui sont hallucinantes sur les sommets. Grande variété quand même de contrastes et de paysages, parce que mine de rien, quand on débute dans la vallée de Katchenjunga, ben, on est relativement bas en altitude. On passe vraiment, encore une fois, par des altitudes très progressives, entre 2000, 3000. On va naviguer beaucoup là-dedans, ce qui fait qu'il y a vraiment une belle diversité de paysages, des forêts de mélèzes. C'est vraiment très différent, beaucoup de rivières je veux dire, qu'on va allonger aussi. Donc ça en fait des ponts à traverser, des gorges aussi, il y a des très belles gorges dans la région du Kanchenjunga qu'on va aussi explorer, ce qui en fait vraiment un voyage assez unique. Étant donné que c'est un voyage, je dirais, pionnier là, qu'on va faire cette année, qui va partir à l'automne prochain, on n'a pas encore une banque de photos aussi riche que mes itinéraires précédents, donc j'aurais aimé pouvoir vous montrer un petit peu plus le contraste et la diversité des paysages, mais ça, ben, il va falloir faire partie de la première édition pour le voir et avoir les souvenirs qui vont avec. On a quand même un col aussi, le Nangala, qui est un col assez emblématique de la région à 4800 mètres. Faut dire vraiment que ces cols-là étaient des points de passage des marchands tibétains qui venaient justement vendre leur sel aux Népalais. Donc, c'est des points de rencontre aussi de grande importance dans les régions. Donc, il y a quand même un volet culturel très intéressant. On va rencontrer plusieurs ethnies aussi, que ce soit dans la région du Kanchenjunga comme du Makalu, que ce soit les Rai, les Limbu. Il y a aussi des ethnies de Sherpa dans la région du Kanchenjunga, mais qui ne parlent pas tout à fait le même dialecte que les Sherpas de la région de l'Everest. Donc, encore une fois, un volet très différent, mais tout aussi intéressant qu'on retrouve dans la région du Kanchenjunga. Notre fameux col, le Lumba Sumba, qui est vraiment un point culminant, un point central de notre voyage parce que très peu fréquenté, très spectaculaire, une bonne journée d'ascension, mine de rien. Un col donc à 5160 et quelques mètres. Et de là-haut, ben, je veux dire, c'est toute la région qui s'ouvre à nous. D'un bord, on va avoir la vue sur le Kanchenjunga puis tous les sommets aux alentours. Et de l'autre, on a la vallée, le Makalu qui s'ouvre à nous. Puis on va descendre en rejoignant la région le parc national du Makalu de Barun. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Je pense une des plus belles vues qu'on pourrait retrouver en Himalaya depuis ce col-là. Et donc, en descendant, Makalu-Barun, même chose, il y a une biodiversité qui est encore très différente. On va arriver dans des villages qui sont franchement intéressants. On a vraiment une belle diversité. On s'arrête aussi, on prend le temps de profiter de ces petits villages-là, d'avoir ce contact, ce rapport avec la culture locale. Si on a la chance de croiser des petits monastères aussi, on pourra s'y arrêter. Bref, on se donne vraiment libre cours là de pouvoir explorer. Étant donné que c'est malgré tout aussi un voyage assez exploratoire, c'est peut-être pas un voyage qu'on arrivera à faire chaque année. Comme je disais, notre volonté, ça va vraiment d'avoir nos deux itinéraires un peu emblématiques, nos deux itinéraires signature caravaniers qui sont vallée de Tsum, la vallée de l'Everest. Et ensuite, d'une année à l'autre, on va amener comme ça des itinéraires plus ambitieux, plus travaillés, uniques, je veux dire, pour vraiment qu'ils soient comme je disais, moi, c'est vraiment plus ambitieux en fait. C'est pas nécessairement plus complexe, on ne les veut pas nécessairement plus difficiles, on ne les veut pas nécessairement plus longs non plus, mais on veut aller explorer une région qui est moins fréquentée, se donner la chance d'aller explorer quelque chose et sans vraiment trop savoir, puis trop tracer de lignes. Je veux dire, on n'a pas d'itinéraire qui est fixe là-dedans, ça peut aussi changer, ça peut vraiment évoluer. Mais en tout cas, ce voyage s'inscrit tout à fait dans cette lignée de voyages d'exception qu'on aime proposer à l'occasion, tout en ayant nos deux autres voyages au Népal qui sont vraiment à notre image aussi complètement et qui vous permet d'avoir deux regards très différents sur le Népal, mais tout aussi complémentaires. Alors voilà, ça vous fait je veux dire, un bon aperçu en fait de notre offre au Népal. J'essaye le Merapic, dans le fond, ça va vraiment être François-Xavier. Je le laisse à François-Xavier. Ça va être notre quatrième voyage au Népal, mais plus un voyage d'ascension, d'alpinisme.
Encore une fois, on n'est pas non plus dans quelque chose de trop, trop technique ou qui s'adresse à des personnes ayant déjà une expérience en alpinisme. C'est un superbe voyage pour débuter, en fait. Donc, donc voilà, vous pourrez le retrouver dans notre conférence des 7 plus belles pour l'ascension du Mera. Et je termine mon partage ici. Hop, en principe, ça revient. Merci pour votre présence et votre écoute. Il n'y a rien de mieux que de nous appeler au bureau parce qu'on est vraiment spécialiste de nos destinations. Moi, ça me fera grand plaisir de parler du Népal avec vous. C'est une région qui me passionne. Je veux dire, le Népal, quand on commence à y aller une fois, là, j'avoue que l'appel des montagnes, il est très, très fort. Donc, je peux que vous garantir qu'en y allant une fois, vous aurez juste le goût d'y retourner. Puis si vous n'avez pas encore mis les pieds en Himalayan et que vous avez l'appel des montagnes, il n'y a pas meilleur endroit dans le monde pour aller les voir. Donc, vraiment, appelez-nous. Ça nous fera plaisir de parler du niveau, de vous conseiller sur le voyage qui fitterait le mieux avec vos envies. Donc voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.